Aïe. Mince. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis planté le triple dans le doigt. De toute façon, t'aimes rien. Dans le Languedoc-Roussillon, on est toujours sous la pluie. Alors désolé, c'est parce que j'ai un double emploi avec BFM TV et d'autres chaînes d'infos en continu. Une petite carrière qui se lance bien. Alors aujourd'hui, je reçois mon équipe de pêcheurs en mer. J'ai avec moi Benjamin Jacot, d'Istres, évidemment. Istres. Et du côté de Nîmes, là-bas. Notre ami Salim, marseillais. Bonjour. Bien connu. Clément n'a pas pu venir. Eh non. Retenu par le travail. C'est bien ça. Ce qui risque pas de t'arriver, toi. Hein. Non, moi j'ai mes week-ends, ça va encore. Je suis bien encore. Romain Papalardo de Boulogne-sur-Mer, donc qui pêche la Manche, et que les gens connaissent généralement comme grand spécialiste du bar. Enogat, Bonjour. qui lui est en Bretagne Nord, qui pêche beaucoup. On a pu te voir à Roscoff, pas mal œuvré, mais tu pêches pas mal aussi la baie de... Moi, surtout la Côte d'Émeraude. Côte d'Émeraude, voilà. Exact. D'où le nom de ton organisation. Émeraude Sensation Pêche. Voilà. Et à côté de toi, Julien Fessot. Bonjour à tous. J'ai une dyslexie pour le nom de ton organisation. Pêche évasion, évasion pêche. Cordon pêche évasion. Cordon pêche évasion. Voilà. À chaque fois, j'intervertis les mots. Et toi, tu es du côté de... Royan. Royan. Donc, on voyait qu'on couvre un petit peu toute la France. Et on va parler aujourd'hui des metal jigs. Parce que finalement, c'est un style de leurre. C'est là, finalement, ma première question qui va être, à votre avis, pourquoi ce retour en force de ces leurres? Là, ça fait vraiment David de Fishing Club quand je pose ce genre de questions. Mais en fait, c'est vrai que quand il y a eu l'explosion de la pêche au leurre et bon, les nouveaux leurres et tout ça, ça fait partie des familles de leurres qui sont un peu tombées en désuétude comme étant has-been. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les leurres avant la pêche au leurre. Un peu comme en eau douce, ceux qui ont connu le plomb palette, le poisson d'étain et tout ça. Et puis quand même, je pense que les circonstances aidant, c'est des leurres qui sont revenus vachement au premier plan. Y compris parce qu'ils ont aussi connu leur modernisation avec par exemple le shore jigging. Salim va nous en parler. Oui. Mais d'une manière générale, premier tour de table, je commence par Julien. À ton avis, pourquoi on se remet de plus en plus à pêcher avec ces leurres métalliques? C'est des leurres qui sont un peu à tout faire en fait, qu'on peut lancer très très loin. On peut les pêcher en vertical. Enfin moi si je prends par exemple que ce soit le Psychosprat, c'est un leurre qu'on peut aussi bien pêcher en vertical. On peut aussi le pêcher sur des chasses à lancer. Donc c'est un peu horizontalement, verticalement, ça pêche tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est des leurres avec un seul leurre, on peut tout faire quoi. Ouais. Donc pour vous, ça fait peut-être un leurre de prospection aussi qui est pas mal quoi. Exactement. Et puis on traverse rapidement les différentes couches d'eau. Donc c'est vraiment. Est-ce que on peut dire que c'est le leurre de power fishing de la mer par exemple pour les pêcheurs? Oui, on peut dire ça. On a déjà bien avancé. Eh bien merci. Au mois prochain pour un nouveau Savage Talk Show. Enogat, toi tu utilises pas mal ces trucs-là. Oui. T'es venu, j'en avais pas mal et je suis reparti à vide. C'est vrai. Donc nous on pêche beaucoup avec des leurres métalliques comme ça sur les chasses de bar ou les chasses de maquereau, chinchas, mais aussi sur les pêches sur épave, au lieu notamment. Donc là on va être sur des grammages beaucoup plus forts avec des 3D slim jig comme ceci, en 100, 150 grammes suivant les profondeurs. Et là, si je comprends bien ce que tu me dis, parce que les chasses de bar, on pourrait pêcher avec d'autres trucs. Est-ce que c'est pas déjà la distance de lancer qui vous intéresse sur les chasses? Exactement, parce que du fait de la densité du leurre, ça permet de pas approcher trop près des chasses avec le bateau et de pouvoir permettre des distances de lancer assez importantes et pas faire effrayer les poissons. Quoi. Parce que moi, je connais pas trop la pêche en mer, mais enfin, j'y vais de temps en temps. Est-ce que peut-être aussi, comme il y a de moins en moins de chasses et peut-être qu'elles sont de plus en plus évanescentes, c'est-à-dire si on s'approche trop près, ils sont de plus en plus craintifs. Les poissons sont de plus en plus méfiants, donc plus on reste à distance, plus la chasse dure et donc plus on peut s'amuser dedans. Romain? Comme on l'a déjà dit, moi c'est beaucoup, j'utilise pas mal les petits casting jigs, mais beaucoup plus pour de la prospection en fait. D'accord. Voilà, ça permet de pêcher vite, en power fishing, et puis de voir un petit peu comment les poissons sont situés. Et après tu peux peut-être passer à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Salim, toi c'est un peu ton ADN. Ouais, c'est ça, chez nous on l'utilise beaucoup. Ouais. Mais en fait il y a eu une grosse mode il y a peut-être 8 ans de ça, qui s'est lancée, qui est venue de Grèce, avec Marco Vidalis, Giuseppe Fantel. Ouais, c'est ça, Marcos Vidalis, c'est la star européenne du shore jigging. C'est bien ça, après c'est tout démocratisé surtout en Méditerranée.
Après, de plus en plus, nous, on regardait les YouTube, tout ça, donc ça nous a vraiment mis dedans. Mais au début, nous, on pêchait avec des petits casting jigs, genre 40 grammes maximum. Ouais. On dépassait pas comme maintenant, genre, maintenant, on peut balancer du 120 grammes. Oui, je vous ai vu pêcher ça. Voilà, 120 grammes du bord. Mais c'est vrai qu'au début, nous, c'était plutôt pour pêcher les Sèvres. Enfin, on s'attendait pas à faire. C'était pareil, c'était plus une démarche peut-être de distance du fait que tu pêchais du bord. C'est ça. Fallait atteindre certaines C'est ça. Ben, surtout, on savait. utilisait pour les épaves aussi certaines profondeurs, certainement. parce que les C'est poissons ça. sont profonds. Et Si un poisson nageur, tu pêches pas à 20 mètres comme ça. Voilà. Et surtout, on savait pas le potentiel qu'il y avait en fait. On savait pas qu'on pouvait faire des pyramides. C'était réservé aux pêcheurs en bateau, quoi. C'était pas. Et au fur et à mesure, on a vu les vidéos, on s'est dit comment nous, chez nous, on peut aussi. On a presque les mêmes rochers, enfin, ça y ressemble beaucoup. Donc petit à petit, Parce que toi, t'es à Marseille, c'est la côte rocheuse, hein, là-bas. Quoi autre chose, bon entouré de calanques. Donc ça s'y prête bien, C'est ça, effectivement. exactement. Et on utilise, ça dépend le poids, ça dépend ça dépend de la profondeur qu'il y a, tout ça. On peut commencer de 40 grammes jusqu'à 120 grammes. Ouais. Et là où pour le coup, en termes de distance et de profondeur, parce que c'est un peu ce que tu mettais en avant, Enogat, là, ça ouvre des perspectives nouvelles. On balance à 100 mètres, des jigs de C'est dingue, quand 80-100 grammes. Hein. Ouais. 80-100 grammes. Et on atteint des profondeurs de 40-50 mètres. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, moi j'habite à Bordeaux, donc en fait, moi c'est plutôt la côte landaise qui pêche ces grandes plages qui font des kilomètres jusqu'au Pays Basque, hein, finalement. Et comme la profondeur est plus faible, les mecs lancent loin traditionnellement, mais on peut pas trop aller au-delà de 60 grammes parce que sinon on racle un peu le fond. Alors que vous, pour que vous pouvez vous permettre de pêcher vraiment très lourd, pour pouvoir aller vraiment plus loin et explorer des choses sympas. Alors C'est j'ai un bon, ça. corollaire, j'ai une question adjacente d'ailleurs. Pour le coup, le shore jigging, donc c'est utiliser des métals, des casting jigs. C'est ça. Mais est-ce que toute personne qui utilise un casting jig est en train de faire du shore jigging? Alors d'abord shore, le rivage. Donc Le rivage, exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Est-ce qu'il y a d'autres Non, on peut on peut parler de shore jigging à partir du moment où light, c'est même short jigging light avec des petits casting jigs. Ça s'appelle quand même du short jigging dans la définition. Même si je pêche, on va dire les loups, les bars avec des petits casting jigs des plages, dans les bains et tout, ça s'appelle quand même du short C'est pas du jigging. shore jigging. On lance des jigs du bord, donc ça reste du short jigging. Benjamin, j'imagine que toi c'est des leurres que tu utilises. Benjamin, c'est un peu notre spécialiste thon en plus aujourd'hui. L'avantage du casting jig, je crois que ça, pour résumer, c'est que c'est un leurre qui est extrêmement polyvalent, à la fois dans les techniques, dans les espèces qu'on va pouvoir cibler avec, et dans les profondeurs de pêche, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir pêcher de zéro en profondeur verticale du bord, etc. Et surtout, on va vraiment tout prendre avec, à peu près tout, quoi. Donc en mer, en tout cas, c'est vraiment un leurre hyper intéressant, hyper pratique à utiliser, très simple d'utilisation. Globalement, moi, c'est vraiment des leurres que j'utilise quasiment tous les jours. J'ai un ensemble light, quand on sort en mer, on a un ensemble thon et un ensemble plus light. Sur l'ensemble plus light, c'est forcément un casting jig. 20-30 grammes, voilà, c'est polyvalent, ça fait tout. Je sais qu'avec ça. C'est vrai que c'est le genre de leurre que j'appelle moi des bureaux de recensement. C'est-à-dire qu'on le balance dans l'eau, tout ce qui a un petit peu un instinct prédateur est susceptible de se pendre aux abscesses. Exactement. C'est en tout cas moi, c'est le premier truc qu'on va passer. On va passer un casting jig et après on va s'adapter en fonction des résultats qu'on va avoir ou pas. Mais voilà, on parlait tout à l'heure de l'heure de prospection, de power fishing, etc. C'est hyper polyvalent. Voilà. Et alors une question peut-être plus compliquée, mais comme j'ai de la chance d'avoir des gens face à l'Atlantique, Manche et Méditerranée, à profondeur égale, par exemple vous pêchez, je sais pas moi, un fond de 10 mètres depuis la plage, admettons, est-ce qu'il y a une différence entre la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée? Je pense relativement au courant, aux vagues et tout ça. Je pense qu'entre la Manche et l'Atlantique, on va s'y retrouver. Mais la Méditerranée, je pense que c'est complètement. Ouais, la autre découpe chose. est quand même plus politique que vraiment géologique, on va dire, entre la Manche et l'Atlantique, c'est vrai. Mais entre la Méditerranée et l'Atlantique, il y a peut-être des différences quand même. Ils ont plus de courant eux, ça, ce qui est normal. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en Manche, en Méditerranée, on pourra pêcher peut-être un petit peu plus léger qu'en Atlantique, d'une manière générale. En fait, ça dépend parce c'est beaucoup plus profond chez nous aussi. Ouais. Ah oui, vous avez la profondeur et nous, on a le courant. quoi, c'est ça. Donc après, c'est. Et alors justement, en fait, ma question était introductive en fait. Toi, donc rappelle-nous ton secteur, Julien, exactement. Moi, c'est l'estuaire de la Gironde, Royan. Estuaire Gironde. Pour toi, quelle est taille, poids, forme, couleur, ton casting jig top pour chez toi? Comme ça, on se situe géographiquement, comme ça, les gens peuvent voir par rapport à chez eux. Ouais, moi, si je devais en garder qu'un, en fait, en gros. Ouais, c'est ça. Si tu dois en amener un sur le bateau pour chez toi. Le 3D Jig Minnow en 20 grammes. Ouais.
Bah, après, couleur bleue, sardine. Ouais. Bon, le sardine, de toute façon. Hein. Ouais. Généralement, quand on n'a qu'une couleur, on prend sardine. Ouais. Les pauvres sardines. Si je me réincarne, j'espère que ça sera pas en sardine. Ça passerait un sale quart Tu vas d'heure. te faire démonter. En plus, je risque de tomber sur un macro qui risque de m'exploiter avant. Ouais. C'est vraiment une blague de boomer, ça, hein, faut connaître. Bon, bref. Donc, toi, 20 grammes, 3D Jig Minnow. 3D Jig Minnow en 20 grammes. En 20 grammes, coloris sardine. Ouais. J'imagine que là, on part bar moucheté, bar. Bar moucheté, bar, macro. Voilà, c'est multi-espèces, quoi. Et Nogat, toi, tu veux nous surprendre avec les épaves. Allez, Donc, toi, Bretagne Nord. Bretagne Nord, on va dire qu'on pêche des fonds de 40 à 80 mètres. Mm. Donc on va Donc, 20 grammes, t'es un peu court. C'est un peu limite, Ouais. surtout en marée, le jig flotte. Du coup, Excellent. on va prendre plutôt un 3D Slim en 60 grammes. Ouais. On est sur une période d'étale, et dès que le courant s'installe, on va passer en 100 grammes. Coloris sardine, pareil. Pour pêcher quelle profondeur? Pour pêcher dans les 60 mètres. Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi je pensais que tu pêchais entre deux eaux là pour le coup. Non, non, Non. ça suffit à aller dans 60 mètres. Ouais, Génial. ouais. Avec Donc là, une tu presse utilises toi assez fine. verticalement, alors Exactement. que lui, il utiliserait donc plutôt horizontalement. Mais je peux faire les deux. D'accord. Aussi bien lancer, ramener et que vertical. Quand D'accord. on est sur les petites épaves peu profondes, là, ça marche bien. Tu veux rajouter un truc, Nogat? Non, Non, on peut peut-être parler des montages, Après, on va en l'armement. parler après, parce Ok. que même moi j'ai un questionnement, je vous D'accord. demanderai plus tard. Pourquoi assiste alors qu'un un triple c'est si simple? Romain, toi où tu es? Donc Boulogne-sur-Mer? Ouais, Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, ouais, donc on pêche pas mal. On pêche pas mal. Entre les migrants et les ballots de coke? Ouais, c'est ça. On retrouve beaucoup plus de migrants que de coques. Enfin, Ah, les temps sont durs. Donc ouais, pour le power fishing, je prendrais le Psychosprat en 20. Enfin en 20, il y a un 40 grammes aussi. Ouais. Oui. En 20 et 40 grammes, donc... Le ça Psychosprat, fait- la ouais, légende des légendes. Psychosprat, ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc là vraiment le truc classique, simple, triple au cul, pas de prise de tête. Non, ouais, bah en fait, je pêche pas vraiment, c'est pas ma technique de prédilection le dig. Donc vraiment, quand je l'utilise, c'est vraiment en power fishing. Ouais, Pour ce que voir tu un disais petit tout à peu l'heure, tu comment brosses les pas, poissons tac, sont tac. situés. Et Et puis... une fois que tu as trouvé le banc, tu sais de prendre autre Bah ouais, chose. puis après, on T'as prend fini autre ta chose, pêche. ouais, ouais. Donc ça c'est toi, c'est la localisation, mais c'est rarement un élément de ton pattern. Ouais, je ferai pas ma journée Ouais. là-dessus. Tu vas essayer de faire un pattern avec autre Ouais, chose. c'est ça. Salim, bon, toi. Ouais. Mais alors toi, c'est toi. Alors je vais poser la question différemment pour toi, parce que toi, tu utilises tout, c'est tout. En ce moment, quel est ton casting jig que tu adores? Le Sardine Sliders. Sardine Ouais, Slider. ouais. Ok. En 80 grammes. Pourtant, c'est pas celui qui se lance le mieux en réalité dans la gamme. Le Needle se lance plus loin, je pense. Il se lance pas mal. Après, moi, on va dire c'est plus une question d'habitude. J'adore les Needle Jig. Ouais. Il est super bien fait, surtout que là, ils ont ressorti des coloris avec Là, on des imagine écailles. bien que ça va se lancer, ça, y a Ouais, pas de écailles et problème. tout. Ouais. Mais Et je pense même qu'on peut forcer une portière avec ça. on va dire que je suis plus, on va dire, jig papillonnant. Ouais. Que, Alors ça, je suis surpris, pourquoi il est très, très- attention, il papillonne. Hein. Ouais, Il mais là, beaucoup papillonne. plus. Ça, c'est... Celui-là, beaucoup plus. Ouais. Celui-là, beaucoup plus. Ça te permet de pêcher plus longtemps, surtout que la pêche est un peu difficile depuis un an, tu m'as dit. C'est ça. Ça te permet de C'est plus plus exploiter ton Ben, surtout que faut bien que ça papillonne parce qu'on a beaucoup de touches à la descente. Ah oui, d'accord. Donc- Et rappelle-nous le nom, la couleur et le poids de celui-ci. Sardine Sliders, celui-là il fait 150 grammes. Bon, on l'utilise pas 150 grammes nous, pour la pêche du bord. On s'arrête à 120 grammes quand ça boulève pas mal. Déjà pas mal. Voilà, 120 grammes. Je te demandais de le répéter parce que quand Salim ou Clément disent on pêche avec ça, nous derrière on est obligé de venir avec des brouettes de l'heure dans le sud. C'est pour ça là je savais que c'était du chiffre d'affaires assuré pour se faire un super resto à midi. Non, c'est vrai qu'après, même j'en reviens à ce qu'on disait par rapport au prix, tout ça, c'est fabuleux. Moi, je sais que plein de collègues à moi qui n'ont pas trop les moyens de mettre des sous dans les leurres, tout ça dans la pêche, ben, ils prennent que ça maintenant. Ouais. Ils prennent que ça. Oui, oui, mais ça c'est ce qui Et est ils super avec s'y ces retrouvent. leurres là, c'est que c'est quand même hyper cool d'un point de vue budgétaire. Quoi. C'est qualitatif quand même, enfin, c'est super beau. Ah oui. Et c'est vrai que c'est beau. Alors faut dire que pendant très longtemps ça a été très moche et qu'il y a eu des Ouais, efforts mais de là, fait extraordinaires. Super, moi. Benjamin, toi pour tes pêches, Moi, un petit peu le même que Julien, en 30 grammes et plutôt sur un coloris en choix. coloris en choix. Et avec ça, on fait tout. Quoi. Et pour le thon, tu pareil ou non? C'est quoi?
Moi, je pêche très peu au casting jig sur le thon. Mais c'est pour ça qu'on en parlera Mais- dans une autre émission sur Ouais. le thon, mais quand même un tout petit peu tout à l'heure Mais aussi. ça arrive quand ils sont sur des toutes petites proies, bah, c'est la seule manière de coller à pouvoir la lancer taille un de la petit proie et truc. de Et pouvoir ouais. lancer avec une 50 ou une C'est 60. là-dessus que je voulais t'amener, ouais, c'est ça. Donc du coup, parfois on est obligé d'utiliser les casting jigs. On avait fait des très belles pêches au casting jig, nous, de thon ensemble. Ouais. C'était Ouais, vraiment ouais. super. En les laissant descendre, papillonnant comme ça, c'était vraiment Et ça top. prenait à la descente. Ça ouais. prenait la descente à chaque fois. Ouais. C'est quand il sortait pas vraiment, il marsouinait, tout ça. À chaque fois qu'il y avait une chasse comme ça, tout on essayait de descendre, ça marchait vraiment très très bien. Ouais, c'est un classique. J'ai fait le tour. Donc, mais finalement, alors, c'est quoi un bon jig? Qui est-ce qui veut se lancer là-dedans? C'est en fait surtout presque j'ai même envie de dire qu'est-ce qui est pas un bon jig. C'est-à-dire comment tu vas sélectionner un jig? Qu'est-ce qu'il ne doit pas avoir ou qu'est-ce qu'il doit avoir? Je vais commencer par toi, Salim. Peut-être laisser aux autres le temps de réfléchir. Bon, moi, quand je sélectionne une jig, déjà, je regarde par rapport au temps, par rapport sous la météo, par rapport à l'état de la mer, par rapport à la luminosité. Enfin, il y a un peu tout qui rentre en jeu. Après, c'est comme on va dire la pêche au leurre classique, hein, c'est un coup de cœur en fait. Hein. Moi, Ouais. je suis comme ça. Enfin, c'est Quand tu as confiance en un bait, hein, il y a tout à fait. exactement. Après, on a chacun notre coloris favori. Alors après, ça y est, tu me disais qu'il y a quand même des trucs du style, il faut faire très attention. Il y a des casting jigs qui n'en sont pas vraiment, dans le sens que dès que ça touche un caillou, t'as plus de peinture, donc tu te retrouves en fait, t'as juste un bout de plomb, et ça C'est fait ça. cher pour un morceau de plomb. Exactement. Alors que là, vraiment, on voit. Enfin, moi, je pêchais avec même d'autres marques. Et c'était les premiers jigs casting qu'ils faisaient, quoi. Et ben, ça, dès qu'on prenait un caillou, ça pétait. En plus de ça, vu qu'on jigue, on fait que jiguer, secouer la canne, nous. À chaque fois, les assis, ils tapent. Oui, c'est vrai, on voit qu'il y a souvent des marques au même endroit. Et après, mais c'est carrément, c'est la peinture, elle s'est décalotée entièrement. Ouais. Et cela, ben, on a remarqué qu'avec Clément, même quand tu étais avec nous pendant le tournage et tout, on voyait que quand on tapait les rochers, quand on remontait le jig et tout, on avait l'impact. Mais enfin, tu peux même faire ça comme ça, ben, ça partait pas, quoi. Ouais. Donc, C'est les petits détails qui font la qualité. Ouais. Et c'est vrai que ça m'amène à un truc dont je voulais absolument parler. Et moi, le premier, vu de loin, ou à une certaine focale, on a l'impression que bon, tout se vaut. Mais en fait, il y a une technicité dingue en termes d'hydrodynamisme et tout ça. Et juste pour que les gens comprennent, peut-être, est-ce qu'on peut prendre l'exemple du needle? le needle. C'est là, quand on le voit comme ça, on voit en fait une longue tige en plomb peinte. Alors d'abord, c'est pas juste une longue tige peinte. Non, c'est étudié, hein, c'est étudié. Quand on le regarde bien de près, en fait, il n'a pas la même forme des deux côtés. Tout simplement, c'est quand il va rentrer dans l'eau, alors déjà, il va papillonner comme ça Ouais. et comme ça. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un méplat d'un côté et un angle. Exactement, de l'autre. exactement. Et, mais c'est hallucinant quand on le voit comme ça, on se dit putain, mais il doit descendre comme ça. Et... Non, vraiment, il papillonne, Et d'ailleurs, mais vraiment bien. là-dessus, Clément m'a expliqué un truc super. Il m'a dit c'est un leurre dont la forme fait qu'il se lance très loin, mais il papillonne bien. Mais il m'a dit quand il rentre dans l'eau, si tu ferres un coup, il se met dans une position qui fait qu'il plonge tout droit au fond. Alors en fait, il y a une vraie technicité de Ça ces perd le trucs-là. courant, on va dire. C'est incroyable. Ça descend vite, ouais. C'est-à-dire que tu peux décider s'il papillonne ou s'il va profond. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils mettent un petit ferrage, ils le laissent descendre à la profondeur qu'ils veulent, hop, ils le reprennent, et là, le truc se met à pêcher. Ça, c'est fou quand même. C'est ça, c'est ça. C'est quoi l'animation typique à la canne de ce genre de truc? La Comme si tu le mimais? L'animation, on va dire, c'est déjà arriver au fond, c'est on prend contact et on met 2 gros coups pour bien faire papillonner, Ouais. surtout pour faire sortir sur les 5 premiers mètres, pas être trop pressé, quoi. Mm. Même les 10 premiers mètres, Ça parce que peut se passer. Ouais. voilà, ben, surtout les poissons de fond, denchi, mérou, pagre, enfin un peu de tout, quoi. La difficulté que moi j'ai un peu cerné de loin sans avoir essayé moi-même, si je fais des analogies peut-être hasardeuses avec la pêche au leurre en eau douce, c'est qu'en fait la difficulté c'est quand même sortir du fond pour pas s'accrocher, C'est ça. mais pas trop s'en éloigner parce que quand même beaucoup de poissons sont là aussi, et donc retarder le plus longtemps la phase ascendante du leurre. Et je voyais bien qu'il y avait un peu ce truc là où tu entends, bon il s'accrochait, mais c'était parce qu'il cherchait un peu la limite, il y avait ce truc là quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et après, Je suis ben, bien content que tu me dises oui, ça m'aurait évité de me taper l'air con. c'est clair, c'est clair. Et après, ce jig, il a été fait par Marcos pour surtout que là-bas, ils pêchent beaucoup au jig des barracudas aussi. Ouais. Et vu que les barracudas, ils aiment bien se manger entre eux, ben, il a essayé de faire, parce qu'il a même fait les coloris barracuda. Ouais. Il y a un pink barra que j'adore en leurre dur chez nous. Ouais, qui est un très beau leurre même pour l'eau douce. Je le dis comme ça en passant. Parce qu'un pink barra, en fait, c'est un perche pic. Faut savoir. Et voilà, après, il a fait long comme ça aussi, parce que quand on arrive au fond, on met pas de triplet en short jigging. On en reviendra, je pense. Ouais, on va en reparler.
Et il a fait long, parce qu'en fait l'assist, quand on le met sur le jig, il arrive, on va dire, juste là. À un quart du jig. C'est pour quand arrive au fond, c'est pour minimiser les accroches en fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a fait aussi long aussi. Mais il y a quand même un anneau plein au cul si quelqu'un veut mettre un triple à chaque fois. Là non, celui-là non. Celui-ci, non. Non, Ah bah oui, celui-ci. celui-là, sans lunettes, ça marche moins bien. Ouais, celui-ci non. D'ailleurs, si je l'accroche d'un côté ou de l'autre, ça change quelque chose ou pas? Ah non, mais il faut l'accrocher par la tête en fait. Là, c'est par la tête. Ah ouais, il faut l'accrocher par la tête. D'accord. Et Et si je l'accroche de l'autre côté, ça fait juste de la merde en fait. bah, il se lance très mal, D'accord. il est pas fait pour quoi. Ok, Pas fait pour. très bien. Et On fera faut cette oublier question que- de montage. Est-ce qu'on peut parler des couleurs? Parce que c'est quand même un paramètre important sur ces trucs-là. Alors, en fait, la première question pour y aller, c'est pour vous, niveau coloris, quel est le paramètre numéro 1? Je dirais, est-ce que c'est la luminosité? Est-ce que c'est le bedfish? Je sais pas quoi d'ailleurs. Petit tour de table, Benjamin? Il faut que ça brille. Toi, il faut que ça brille. Pour moi, l'essentiel c'est que ça brille. Et après, souvent, on reste sur des coloris. Enfin, je reste sur des coloris assez naturels. Sardine, anchois, voilà, très classique. Le rose aussi très bon. D'accord, Voilà, mais trois coloris. Sardine, faut qu'il y ait anchois, du- faut rose. qu'il y ait du flash, du laser flash dedans et tout ça. Il faut que ça brille. Ok. Salim? Moi aussi, pareil que lui, il faut que ça brille. Après, ce que j'aime bien, c'est le matin avant le lever du soleil, c'est les jigs blancs. Mm. Voilà, on a vu que ça cartonne, mais C'est-à-dire que la luminosité est encore un tout petit peu diffuse, que ça frappe pas trop sur l'eau? c'est ça, Ouais. c'est ça. Et quand il fait gris, quand il y a mauvais temps, le blanc. D'accord. le Donc blanc. là, c'est blanc, et le reste du temps, C'est couleur naturelle, enfin, c'est flash. d'accord. Même le rose, ça marche. Enfin, c'est... Pareil, se rapprocher au maximum du naturel. Ouais, naturel. Et avec l'idée qu'il faut que ça matche avec le bedfish ou simplement juste déjà naturel, c'est pas mal. Bah ouais, en fait, faut que ça matche, enfin, par chez nous, faut que ça matche avec un macro, un lançon, un petit chinchard, un petit lieu D'accord. jaune, un taco. Mais indifféremment, quoi. Faut que ça soit un de ces Ouais, trucs-là. voilà, faut que ça corresponde avec Que ce soit une ce idée qu'ils ont pas l'habitude. ordinaire, Ouais, voilà, voilà, c'est ok, ça. et que ça brille. Et Nogat? Moi, c'est pareil. Quand l'eau est claire et que le temps est beau aussi, c'est plus des coloris naturels. Sardines, anchois, chinchard. Et dès que l'eau est un peu chargée, quand on a eu des grosses précipitations, notamment au début de saison, là, on va plus aller chercher des coloris rose, orange, pour essayer de se démarquer de l'eau, quoi. Julien? Ouais, bah pareil que les collègues, coloris plutôt imitatifs, sardine, maquereau. Le rose, ça imite aussi le chinchard, petit chinchard. Donc voilà, moi c'est les trois couleurs principalement que j'utilise. D'accord. Et et par exemple sur la distinction terne flashy, on va dire, il faut que ça soit plus flashy ou terne, ou c'est juste toi déjà la ressemblance avec le bedfish qui prime? Ouais, oui, collé au fourrage, voilà. Magiach, comme on dit. C'est ça. Ouais. Donc Et alors, toujours sur les couleurs, on s'arrêtera là après sur les coloris. Alors aujourd'hui, de la même manière qu'on ne peut plus parler de Julien Faisceau sans parler de déviance sexuelle, on ne peut plus parler de coloris sans parler UV. Pour vous, quelle importance pour ces trucs-là? Et je me tourne vers toi, Salim. Hein? Répète, parce que là j'étais. UV, ça t'a perturbé. Oh, je dirais même que ça t'a réveillé, Salim. Parce que là, on est sur un petit 9h30 du matin. Bienvenue parmi Merci. nous. Content que tu sois là, mon pote. Merci de m'avoir amené mes baskets. De rien. Elle était bonne cette chocolatine? Très bon. Ouais, super. Pêche pour là. Et alors, par exemple, Salim, si là, comme ça, de but en blanc au réveil, je te parlais de coloris UV, Voilà. t'en penses quoi? Est-ce que c'est purement marketing ou est-ce que pour toi ça a un intérêt? Je sais qu'en plus chez Savage, il y a tout un développement sur les points d'attaque et tout ça. Il y a vraiment. C'est un intérêt, surtout en short jigging ou même je pense en bateau, par rapport aux profondeurs. ouais. Arriver au fond, je pense que la luminosité, c'est pas pareil que si tu es à 5-10 mètres. Tu vois, c'est- D'ailleurs, quand on dit, voilà, à partir de ton avis, pas scientifiquement, mais pour toi, comme ça, au doigt mouillé, à partir de quelle profondeur les UV ils rentrent un peu en action en short jigging? Je pense 30 mètres, je pense. 30 mètres? Bah, je pense, à partir de 25-30. Ouais, non, mais ce qui est possible, hein, je te demande pas de. Je c'est pense, juste après, pour c'est, réfléchir. On est pas mal. Ouais, tu penses aussi à Nogat? Ouais. Ouais. 25-30. Et donc là, en dessous de 25 mètres, disons, là, vous sentez que UV, pas UV, ça fait une diff quand même, clairement. Ça fait la différence, c'est vraiment la première, les premières heures de pêche, on va dire. Ouais, mais c'est vraiment souvent le là où ça matin, voilà, le matin tôt. Ouais. Donc, bah, c'est pareil, quand la luminosité est faible. C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Et le blanc, comme je t'ai dit, Toi, t'as quelque chose sur les UV un peu? Bah non, ouais, on se rapproche. On se C'est la rapproche tout. profondeur qui fait. Benjamin? Moi, c'est pas un critère sur lequel j'apporte beaucoup d'importance. Tu peux peut-être pas très profond, toi, avec. Non, puis j'attache beaucoup plus d'importance à la taille, encore une fois, qu'au coloris. D'accord. Oui, parce que toi, en Méditerranée, là où tu pêches, vraiment collé au bedfish, c'est vraiment
Ouais. C'est le critère, c'est le réquisite. C'est hyper important. D'accord. Et alors Salim, toi t'en brûlais, on va parler de l'armement vite fait. Ah. Mais question bête en fait, donc pourquoi pas des triples tout simplement? Pourquoi vous faites chier avec des chaussettes avec des hameçons simples au bout? Bon, déjà, c'est pour éviter l'accroche. Ouais. Pour Donc on éviter- accroche moins. On accroche moins. Le fond, on accroche moins, nous on appelle ça les drapeaux. Alors c'est quand le triple il se prend au bas de ligne. D'accord, ok. Voilà, on croit qu'on est Severo ou... mais non, Ouais, parce que ça bouge, bah, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Oh, 9 euros. voilà. Ouais. Et, Encore une fois, je l'ai entendu qu'ils m'ont ramené avec du. et la différence entre, on va dire, celui-là et celui-là, c'est que celui-là, c'est plus un casting jig pour les chasses, tout ça. Mhm. C'est pour ça qu'il y a une triple derrière. Et ça, c'est vraiment fait pour le short jigging ou le jigging à l'aplomb en bateau. D'accord, ça c'est intéressant ça. Ça, c'est vraiment la différence. confirmez C'est pour ça qu'il Exactement. D'accord. Alors, pour ça qu'il est armé. Benjamin? pour compléter, celui-là, on peut aussi très bien l'utiliser en jigging pur. On enlève le triple. Oui, Et, c'est ça. Oui, très bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si la forme le permet, Ah. c'est-à-dire si la forme permet de faire, je voulais pas le dire en anglais, je cherche en français, lancer ramener ou vertical, Mhm. eh ben il faut savoir juste enlever le triple quand on veut faire une action verticale, c'est ça? Sachant que sur le lancer ramené, on peut aussi laisser le petit assist. Oui, l'assist il gêne jamais, c'est juste Oui, le triple en fait qui est oui, gênant d'accord. pour certains trucs, c'est ça? Après, tout dépend la nature du fond. Si tu es sur des fonds assez propres, assez dégagés, tu peux très bien, en bateau, tu peux très bien laisser ton triple et pêcher Est-ce qu'il n'y a pas en ce phénomène vertical avec. d'emmêlage dont il parlait là? Ah, oui, si, un petit peu. Ouais. Mais par contre, enfin, moi, ce que j'ai souvent fait, nous, du coup, la saison dernière, c'est qu'on a fait des doublés grâce à ça. Ah ouais. Parce que du coup, tu arrives à prendre un poisson sur le triple et un poisson sur la Ça 6. fait des doublés de barres, tu m'as dit, Ouais. avec c'était le jig. Barre, 3D Sim Jig, c'est ça? Ouais, c'est celui-là. Ouais. Doublé de barre moucheté. Donc, Pour et tous des ceux beaux qui ont poissons. du mal à prendre des barres, sachez qu'avec notre 3D Slip Jig Minnow ou 3D Jig Minnow selon la taille, eh bien, on peut faire des doublés de barres. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est quand même pas- Bon, Mais pour rebondir sur les assists aussi, attention, c'est très dangereux de rebondir sur un assist, on peut se piquer. exactement. C'est pour ça qu'ils en mettent deux pour qu'on se pique doublement. Ah oui, alors pourquoi deux parfois? Bah, Je fais bien le béotien, j'adore faire ça. Mais pourquoi deux parfois? pourquoi deux Je pense que déjà, quand On écoute une en cascade au loin, mais en- c'est juste le chien qui boit. en papillonnant, les hameçons sont un peu écartés, Ouais. ils sont jamais collés ensemble. Et du coup, suivant l'angle d'attaque du poisson, bah, ça multiplie les chances qu'il soit mieux. Ah d'accord. En fait, c'est exactement Tout simplement. comme un triple qui aurait un triple en tête, un poisson nageur avec un triple en tête, un triple en queue. Sauf C'est que ça. là, ça se passe latéralement. Mais sur les pêches un peu profondes sur épave au lieu notamment, je parle à partir de 50 et jusqu'à 120 mètres, il est super important de jamais mettre de triple. Ah ouais. Et parce que vous descendez sur le fond, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sur 120 mètres, C'est comme du la distance de coulée, elle est à peu près de 2-3 minutes. Donc, et on a le droit qu'à une dérive. Ah oui. Donc si tu descends et que direct tu chopes une étoile de mer ou une petite roche, Ouais. et que tu es dans 100 mètres et le temps de remonter et redescendre, c'est fini la dérive. J'ai elle est noté cuite. l'agressivité des étoiles de mer. Hein. C'est ça. Hein. Ça m'est arrivé. Donc c'est voilà l'importance de l'assist. Ou les c'est que- vives. Tu sais, tu pêches bien profond, puis pff, C'est ça, merde une de vive, vive qui- voilà, ou un taco, Ouais, un taco. de La 10 cm. Voilà. Et d'ailleurs, tout de suite, comme ça, on évacue le problème. Pêche profonde, mortalité des poissons. Quelle est la bonne attitude à avoir de ce côté-là? Ah bah moi généralement Enfin, ce couteau affilé. Tout kill. moi quand mes stagiaires veulent aller faire un gros lieu ou quelques gros lieux, on monte sur épave, ils savent très bien qu'ils pourront garder un ou deux poissons, point final. Donc on monte, on fait 2-3 dérives sur l'épave et après on redescend à la côte dans des C'est ça. dans Vous des n'assistez pas à profondeurs. faire des cartons, des tableaux de poissons morts. Je vois pas l'intérêt et puis derrière moi j'ai d'autres clients le lendemain donc si ça. l'épave elle est vide, il y a Mais c'est important plus que de fonds de tu dises commerce. ça parce que pendant des années, je me souviens, les fédérations de pêche voulaient éradiquer, je cite, éradiquer le métier de guide de pêche parce que le guide de pêche était perçu comme le gars qui allait exploiter pour le prix d'un permis de pêche, en tout cas en eau douce ou pour rien du tout en mer, qui allait exploiter la ressource à des fins. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs gestionnaires de la ressource parce que justement, Ah, c'est notre s'ils fonds de veulent commerce. régulièrement amener des clients, ils sont bien obligés de la respecter, cette ressource, beaucoup C'est plus qu'un mec qui est Bah, un bien plaisancier qui pêche un mois dans l'année, qui Bien lui, sûr. va faire le plein, quoi. Non mais c'est ça, en fait. Il y a une complète inversion de la représentation qu'on se fait des guides de pêche et c'est tant mieux. Alors malheureusement, avant de continuer, parce qu'on est là au moment où on enregistre, on est en début d'année et c'est le moment aussi un petit peu où on fait de l'administratif. Salim, tu es attendu par la secrétaire là-haut pour terminer de formaliser ton inscription cette année en tant que pro-staffer. Si tu veux bien y aller vite fait, on te retrouve. Allez, j'arrive. Merci Salim. Salim, tu verras, elle est pas mal. Elle est pas mal.
qu'est-ce qu'il fout l'autre? Il tombe amoureux ou quoi? Sûrement. Je suis là, c'est bon. Ah, Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, impeccable. Nickel. T'as vu Sympa, ouais. voilà. Enfin, bon. Ouais. Ah, chacun son style après. Hein. Oui, oui, oui. ta braguette. Voilà, tu fais griller. Alors Salim, tout à l'heure, tu me parlais de vite fait, tu as abordé un sujet Oui. qui était les rattles. Et je te demande de le provisionner parce que je voudrais qu'on en reparle juste après qu'on termine sur les assists. Benjamin, je t'ai pas trop donné la parole sur les assists. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ouais, on peut rajouter une chose, c'est l'avantage des assists, notamment sur les jigs assez longs, comme celui-ci. C'est que le poisson, une fois qu'il est piqué sur l'assist, il a aucun point d'appui. Vas-y, montre bien la caméra pour Maxime. Vraiment, il y a de la souplesse. Alors que si on avait un triple à l'arrière du leurre, bon, ben, on comprend facilement que le poisson peut vraiment prendre appui, Ouais, ça faire fait effet de pied de biche levier et on a qu'il beaucoup ouais. plus de décroche. Alors qu'un poisson piqué sur un assist, vraiment l'avantage c'est que une fois qu'il est piqué, normalement il se décroche plus, quoi. Non mais bien vu, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est une des raisons les plus évidentes et les plus convaincantes. Alors après, Julien le disait aussi à juste titre, l'avantage c'est qu'avec les petits bouts plastiques qu'on a sur les assists, on s'accroche nettement moins au fond. Hein, et non, mais c'est pas. Voilà, donc pensez bien à les enlever Alors, quitte à avant être de démarrer capot, votre pêche. Ça vous coûtera moins cher si vous êtes capot, évidemment. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri que ça se coince entre deux rochers, mais bon, après, c'est les aléas de la pêche. On n'y peut rien. Alors, tout à l'heure, Salim, tu as parlé de sonorité, de rattle. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne pense pas immédiatement au rattle quand on pense casting jig ou même jig tout court pour le jigging vertical. Est-ce que d'abord ça apporte quelque chose, véritablement, et qu'est-ce qu'on doit entendre par rattle quand on parle de casting jig? Alors, déjà, le rattle, on va essayer de le. Si vous entendez. Vas-y, peut-être essaye de le faire par là, voilà, pile en face. Bon, je pense qu'on l'entend. Voilà, c'est la basse fréquence. Et bon, après. Alors donc en fait, je sais pas si y a un précédent dans le marché. En tout cas, maintenant chez Savage, sur certains casting jigs comme ça, pour short jigging ou autre chose, il y a un rattle à l'intérieur. Alors c'est pas le rattle comme on l'entend par exemple pour un leurre dur, qui est en fait des billes d'acier dans une chambre en verre, donc il y a un son très particulier et qu'on vend d'ailleurs au détail. Là, c'est un son très assourdi. Alors déjà du fait que c'est incarcéré dans une enveloppe de plomb, donc évidemment ça étouffe pas mal. Mais même le son lui-même est fait pour être très étouffé, plus organique. C'est bien ça. Chez nous, il y a deux sonorités en fait de rattle. Je ne sais plus exactement comment s'appelle ce rattle. Est-ce que pour toi ça apporte quelque chose ou pas? T'as le droit de dire non d'ailleurs. Hein. Ben, après, on n'a pas assez vraiment de recul pour savoir vraiment. C'est dur de savoir si ça a mordu à cause de ça ou autre chose. Voilà, c'est exactement ça. Après, on va dire si l'innovation, on prend. Hein. Ouais. On prend. Et, Après, tout ce qui apporte de la différence à la pêche peut apporter quelque exactement, chose de temporairement. exactement. Ouais. Moi, ce que je crois surtout, c'est à mon avis, quand ça touche le rocher au fond, c'est à ce moment-là que ça doit y mettre encore un truc supplémentaire, et qui doit être vraiment pas mal. T'es toujours en train de le secouer le jig, donc forcément. Ça doit y mettre quand même des vibrations. Oui, je pense que Même quand il papillonne, ça doit avoir un. C'est-à-dire, je pense qu'en Ça fait, doit émettre des sons. Ouais. le fait que ça, à mon avis, ça doit faire que le truc paraît encore plus vivant. C'est-à-dire que là, c'est plus simplement visuellement qu'il se passe quelque chose. Je pense que dans l'eau, c'est comme si vraiment il y avait à l'intérieur des organes, des choses qui se passaient quelque chose, des choses que les poissons sont capables de percevoir quand même. Bon, après, comme on disait, c'est très difficile quand on a une touche de savoir si c'est parce qu'il y a un varrattle ou il y en avait pas. Le seul moment où on le sait, moi pour parler de l'eau douce, c'est les jours où ils n'en veulent absolument pas des rattles et que tu as toutes tes touches avec un leurre silent. C'est le seul moment où on est à peu près sûr qu'il s'est passé un truc comme ça. Et par contre, toi, on en parlait tout à l'heure vite fait de cette histoire de sonorité. Exactement, parce que pour rebondir sur un jig sans rattle, vous voyez, quand le leurre est en train de papillonner dans l'eau en descente, on entend déjà naturellement les assists qui frottent. Il y a un cliquetis. Il y a un cliquetis. Donc on l'a déjà presque naturellement avec l'armement, mais forcément, ça a un impact supplémentaire de le fait En tout de cas, les c'est une avoir. autre sonorité. Hein, c'est beaucoup Exactement. plus grave, beaucoup plus C'est fort. ça. On les entend surtout sur celui-là. Donc Donc là, le rattle intégré est moins métallique, moins artificiel, moins métallique. Il est beaucoup plus organique. C'est déjà beaucoup plus proche de ce que ferait un animal. Je sais pas si vous avez déjà écouté sous l'eau en fait quand les animaux, les poissons s'alimentent, ça fait un certain bruit par exemple. Et là, on est plus proche par exemple de l'alimentation des poissons. Presque tout ça est très spéculatif, mais bon, à la pêche, il faut avoir un petit peu de tout. Alors quand même, on ne peut pas parler chez Savage Gear de casting jig sans parler du retour du Psychosprat. Alors qui connaissait ce leurre avant?
Comme tout le monde en France. C'est ça. Donc c'est ce que j'expliquais dans un précédent live. Savage Gear est une marque qui a beaucoup travaillé l'eau douce. Et en fait, on avait des produits pour la mer, parce que comme c'est des Danois, la mer elle est en bas, quoi, au pied de l'immeuble, ce qui pour moi c'est le cas de le dire. Et donc il y a toujours eu des leurres, et il y a des leurres qui ont, mais nous on n'a jamais trop poussé, et il y a des leurres qui ont fait leur chemin tout court, tout seul. Je pense au Sandil, qui est devenu un classique sans qu'on fasse rien. Le crabe, qui à un moment a eu vraiment son heure de gloire, et évidemment le Psychosprat. Tout le monde ne parle que du Psychosprat. Alors moi je vais vous dire pourquoi j'utilise le Psychosprat, parce que c'est le seul leurre avec lequel j'arrive à faire du poisson en mer. Parce que quoi que tu fasses, il est en train de pêcher, quoi, c'est ça. Et par chez moi, je suis à côté du bassin d'Arcachon, les bars mouchetés, les trucs comme ça, si t'as un Psychosprat, c'est parti. Et moi j'aime bien avoir des touches, quoi. Je refais un petit tour de table, je commence par les nuggets, tiens, pour changer. Ouais, donc moi je l'utilise beaucoup sur les pêches de chasse, de bar, de maquereau. Donc c'est un leurre en plus qui a le poids qui est un peu plus orienté sur la partie arrière, donc en termes de lancer, il part comme une fusée. Mais on voit les croissants, souvent le poids est bien déporté sur l'arrière. C'est ça. Ouais. Et pareil, je l'utilise aussi pour prendre quand les thons sont difficiles à mordre sur les leurres pour essayer de prendre du vif rapidement. C'est un leurre qui répond Ah oui, ça assez fait tu fais tes facilement. vifs avec ça pour prendre les thons qui mordent pas au leurre. D'accord. Exactement, c'est ça. Et puis pareil en exo aussi pour attraper des bonites aussi rapidement pour pêcher le thon ou le marlin. Donc c'est très rapide. D'ailleurs, quand moi comme je pêche peu en mer, je vois ce qu'il y a sur les bateaux, je le vois plus facilement parce que je suis curieux de ce que je vois. Et 8 bateaux sur 10, alors en tout cas peut-être qu'il y a un biais du fait de ma région, mais 8 bateaux sur 10, il y a un combo avec un Psychosprat prêt à dégainer qui traîne sur le bateau. Ça c'est étonnant. Et sur plein de bateaux de pêcheurs, Ah oui. même de sponsoriser d'autres marques. D'ailleurs, j'ai remarqué, ça m'a fait très plaisir. Donc le Psychosprat revient. Exactement. Et puis pour rebondir là-dessus justement, par exemple, Je rebondis beaucoup ce matin. on est en train de faire une dérive sur une dérive connue en grattant le fond au leurre souple notamment. On voit une chasse un peu à distance plutôt que de redémarrer le bateau et pourrir la dérive. Ah oui. C'est pour ça qu'on peut lancer un jig patate, rapidement exactement. pour aller voir ce qui se passe là-bas et savoir s'il faut changer la dérive ou pas. Julien, le psycho. Eh ben, moi, ravi qu'il soit revenu parce que c'est un des premiers leurres que j'avais utilisé en mer chez Savage. Ouais. Et c'est le casting jig avec lequel tu peux tout faire, comme je disais. Tu peux faire du lancer ramené. Il papillonne super bien à la descente. Et sans trop s'en mêler, ce qui est pour les mecs moins important. Et du coup, voilà, il peut faire aussi pêche sur épave. Je les ai en 40 et 60 grammes. Pour des épaves dans 40 mètres, c'est impeccable. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ça prend du lieu. C'est pas cher, ça paraît. Ouais, ça quand même. Et puis 2 séries, c'est armé correctement. Ce qui est assez rare à ce niveau de prix, je tiens à le signaler. Et là, pour le retour, ce qui est top, c'est le petit protège triple. Ouais. Comme ça, dans les boîtes, ça se mélange plus. Tu prends ton leurre, c'est déjà. C'est vrai. Le protège triple est offert et en plus c'est un protège triple avec évacuation d'eau. C'est spécialement conçu aussi pour les pêcheurs en mer parce que même si tu l'as rincé vite fait, s'il y a un tout petit peu d'eau et un peu de sel qui est resté dedans, t'as plus qu'à changer ton triple la semaine d'après. Benjamin, c'est un leurre que tu connais toi? Oui, c'est un leurre qui va très bien pour faire les vifs et notamment sous les mitraillettes. Par exemple, enfin ça c'est le leurre, comme le poids est à l'arrière, il descend bien pique, il s'en mêle pas trop et sous la mitraillette on met ça, clac, on jig un peu au fond, dessus sur le jig on va pouvoir faire du pajot, on va pouvoir faire des petits pagres, des choses comme ça, on me fait des dorades avec, et puis après sur la mitraillette pour faire les vifs etc, macro, donc non c'est un leurre, en plus c'est un leurre qui est pas cher du tout, Non. donc c'est un peu le leurre à perdre sous la mitraillette, ça va très bien quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, Bon, de toute façon, c'est ça un pêche peu très le bien, leurre qu'on hyper met polyvalent. aux enfants, Anima Marango, non, mais aux accompagnants. Non mais c'est vrai, c'est un peu. Non mais pour aller sous les mitraillettes, c'est vrai que souvent ça pêche aussi, on peut prendre des beaux poissons et du coup c'est vachement intéressant et après en lancer ramené, moi j'ai fait mes toutes premières pélages, je les ai fait avec ça quoi. Ah oui. Ah ouais. Oui, donc en termes Ouais. d'histoire personnelle, c'est important pour moi. Ouais, c'est vrai. Parce que les premières pélas, c'est quelque chose dans les pêcheurs. Salim? Ben, première PLA, pareil. Voilà. Psychosprat. Et chez nous, il l'utilise beaucoup, surtout en bateau. Enfin, je parle de ça il y a peut-être 10 ans, 10 ans de ça. Il l'utilisait beaucoup en bateau pour les chasses de pélamide, tonine et maquereau. Ouais. Et c'est resté en fait, dès qu'ils avaient arrêté de les créer, il y avait une demande et dès qu'ils les ont ressortis, là, tous mes collègues ils m'envoient des messages, on peut les prendre où, tout ça. Donc Ouais. De toute façon, dès que c'est ressorti, le téléphone a sonné assez rapidement. Romain, tu connaissais aussi? Ah bah oui, je connaissais déjà, ouais, et puis je l'utilise
En power fishing. Ouais, toujours pareil, ambiance power fishing et C'est tout. ça. Mais bon, c'est quand même un petit leurre qui a tout d'un grand, parce que tu vois, si tu fais ton power fishing avec ça, c'est que c'est pas juste un leurre pour les gamins. C'est Ah bah un vrai oui, leurre non, qui non, pêche, oui, quoi. oui, c'est clair, ça pêche, ça va, il n'y a pas photo. Et alors, Ça pêche partout quand on le voit bien, Manche, Méditerranée, Atlantique. pour le coup, pendant l'éclipse du Psychosprat dans le catalogue, il y avait un leurre qui avait été présenté à un moment un peu comme le successeur ou le remplaçant, je sais pas exactement. Le Psychosprat, c'était le 3D, lequel était-ce moi Les Slim Jig. Le Slim Slim Mino. Jig, c'est ça? Le Slim Mino? Je ne me souviens plus. 3D Jig Mino. 3D Slim Jig Mino, je crois que j'ai mis, mais je suis pas sûr de mon appellation. Alors, la forme n'est pas tout à fait la même, puisque là on voit que le poids est presque plus en tête. Il y a un triple au cul comme le Psychosprat, il y a un assist en tête. Quelle est la différence majeure, tu dirais D'abord, est-ce que la comparaison est pertinente, Salim, toi qui es le spécialiste de ce genre de... Ben, la comparaison, c'est qu'il y a quand même, on va dire, 10 ans d'écart entre les deux. Donc déjà, tout ce qui est peinture, même si les Psychosprat, ils sont ressortis avec des nouvelles couleurs, mais on va dire que là, on va dire qu'il est beaucoup, on va dire, plus fini. Il y a Ouais, la qualité des les- coloris n'est pas la même, il y a voilà. des points UV partout. des points UV de Tous partout. les zébras que vous voyez, là, les zébrures, c'est des points UV. Voilà, après, la nage n'est pas pareille à la descente. C'est pas, on va dire que c'est pas la même. Le Psychosprat, on va dire qu'il plane beaucoup plus. Vas-y, fais-le avec ta main, la nage du Psychosprat. Putain, qu'est-ce que tu fais bien le Psychosprat, oh, culé. Et le Slim Jig Mino, Et le pourquoi il Slim nage Jig- comment? Eh ben, il fait pareil, sauf qu'en même temps, il fait ça. Ah, ok. Ah, d'accord, donc en fait, il ferait... Il ondule sur lui-même D'accord. et il fait comme la feuille morte. Bon, et je devance la réponse que de pêcheur à pêcheur, on se comprend. En fait, simplement, selon les jours, ils vont peut-être vouloir plus l'un ou l'autre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quelqu'un a déjà pêché avec le Slim Jig Mino en petite taille, dans des tailles comparables au Psycho, Benjamin? Ouais, beaucoup. Sur les chasses de tonine, donc quand on a les tonines début fin de saison, là, beaucoup. Beaucoup sur les tailles en 20 grammes et 30 grammes. Ouais, Voilà. Et donc moi, sur les chasses, je vais plutôt utiliser le 3D ouais. en linéaire, du coup, en lancer ramené. Et par contre, sur tout ce qui est pêche un petit peu verticale pour faire les vifs, là, je vais plutôt utiliser le Psychosprat. D'accord. Donc, tu as réussi à leur trouver des usages différenciés, en fait. Le Psychosprat va descendre, si tu le tiens et que tu le laisses descendre, il va descendre plus vite. D'accord. Ok. Ouais, du fait aussi qu'il est le Il poids n'est pas, porté vers l'arrière. équilibré pareil. Il est comme nous, il a un gros cul. Pour le coup, ça va complètement couper dans mon truc. Qui n'a pas encore parlé du 3D Slim Jig Mino? Là, je me suis perdu dans mon tour de table. Tout le monde a un peu dit son mot dessus. Julien, Oui, moi je l'utilise bien en 20 et 40 grammes pour pêcher le bar. On a eu des super résultats avec. Et juste une question complètement anti-commerciale, si vous deviez regarder qu'un des deux, Benjamin, Oh, le 3D. le 3D Slim Jig Mino, Salim, Moi aussi, le 3D. d'accord, Romain, Les psychos, j'aime bien. les psychos. Ouais, mais je compris toi la simplicité du power fishing et tout ça. Non, mais les gens qui pêchent en power fishing sont des gens qui recherchent des leurres qui ont des propriétés mécaniques Pêche particulières et en particulier la fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut que, comme le geste est répétitif, Ouais. il faut jamais que ça foire. Attends, Psycho aussi. psycho. Ouais. Ouais, 3D Jig Mino du coup. D'accord. Mm. Ouais, ça, bah, vous voyez, c'est un peu équilibré. Mm. Donc ça, Et c'est toi plutôt intéressant. Bah moi, psycho, parce que ouais, les assists, les machins, ça me paraît compliqué. Tout ça. Un bout de plomb peint, un triple. Vas-y, amène-moi sur les barres mouchetées et commence à préparer du pain. No kill forever. Alors finalement, quel est le combo idéal pour tout ça? Bon bah Salim, donc juste en nous rappelant les grammages de jig déjà que tu vas utiliser. Alors, ça part de vraiment 60 grammes. 60 jusqu'à 120, j'ai l'impression. Voilà, 60-120. Alors chez nous, c'est quoi le combo canne mouliné tresse? 60-120, donc pour le Pas dans short tes mains. jigging, T'as pas dans tes mains. j'ai pris le SGS10 en taille 6000. Ouais, short jigging, c'est souvent taille 6000. j'ai Ouais, remarqué. taille 6000, ouais. Taille 6000. Et comme canne, moi j'ai la SG6 en 35 grammes pour 3 mètres. 3 mètres? Ouais, 3 mètres. 3 mètres, ok. Pour 3 mètres, et pour moi c'est le combo idéal. Et j'ai eu de bons retours, même Clément, son Marcos, il s'éclate, quoi, on s'éclate. Tresse dessus? Quelle tresse? 13, je suis en PE25 ou PE3. D'accord. Et Balling, ça dépend, de 45 centièmes à 60 centièmes, je peux au maximum. Benjamin, en rappelant d'abord les grammages que tu utilises principalement. Alors moi sur le 3D, je vais principalement tourner entre 20 et 40 grammes. 15 grammes des fois quand elles sont un petit peu difficiles. Ouais. Et voilà, donc encore sur des coloris, comme je le disais, assez naturels. Moi, ce qui va compter, c'est surtout de me rapprocher au plus près de la taille des Ouais, proies. ouais. Voilà. C'est ce qui revient souvent hein, chez toi. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est des fois un problème. Quand on fera l'épisode sur la pêche du thon, pour- je pense que... Pour l'anecdote, il m'est arrivé de faire des salades de 3D jig avec des petits jigs, en mettre 3-4 de 10 ou 15 grammes pour pouvoir avoir suffisamment lourd pour pouvoir envoyer, mais envoyer des tout petits trucs, quoi. Mais c'est énorme, je veux dire, tu es en série comme ça, comme une... Ouais. Un Alabama de 3 Ouais. jigs. C'est ça. Ouais. Et bon, Faut imaginer la gueule du mec qui est sur le bateau en face. Quand il casse le Ouais, morceau, mais bon. qu'il se prend tout ça dans la gueule. Non, mais alors... Tu peux pas dire non, mais c'était pas toi que j'attaquais, j'ai juste là. Tu te fous de ma gueule, j'en ai pris 4 d'un coup dans la gueule. Il y a il baston. faut, Voilà. il faut avoir des boîtes bien remplies parce que du coup ça va vite. Hein. peut Mais aller non, vite. mais des fois quand il faut vraiment descendre en taille et on n'a pas le choix pour espérer faire une touche, parce que des fois c'est vraiment compliqué. Ouais, ouais, mais bon, C'est énorme. 4 fois 10 grammes ça fait 40 grammes. Mais bien joué. Mais Ouais. oui, comme quoi Ouais. les enfants, les cours de mathématiques vous serviront aussi à la pêche. Hein. Ouais. Romain, pour ton psycho, Le psycho en 20 grammes, entre 20 et 30 tu grammes. lances avec ta canne à barre habituelle. Bah oui, la 10-35. La 10-35, SGS6. SGS6 sur 10-35 avec un 4000. Quelle taille de canne Elle fait 2... 2,40 je crois. 2,31 il me semble. Ouais. 2,30 ouais. Ça. Donc sachez que la canne de Romain, c'est 2,31, SGS6, 10,35. C'est ça. Ça passe par. J'en ai commandé une après. Juste pour avoir la même que Romain, pas par là. Ah, bah j'utilise plus celle-là du coup. Juste pour pas avoir la même que lui, ma Et Nogat, pour tes pêches de bourrin au fond, là, comme ça changera un peu. Ouais, bah moi je suis plus sur des puissances entre 14-56 grammes Ouais. en 2,40 m et avec des moulins de taille 4 à 6000. 4000. Voilà. Truc un Et peu costaud, genre SGS6, SGS8, j'imagine. c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que c'est quand même des pêches exigeantes pour le matos, ça. On pète facilement du matos. Ouais, ça. ouais. Pêche forte. Ouais. Ça vient de quoi Est-ce que c'est le fait qu'il y ait un à-coup dans le moulinet, dans le pick-up à chaque fois que Je pense. on l'anime oui, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est ça. Parce qu'à la longue, ça doit vraiment faire mal au moulin. Du bord là, balancer des digues de 100 ou 120 grammes. c'est ça, tu les. Le matos il marfle quand même. Ouais. Avant, on pêchait avec des moulinets avec un petit retour. Ouais. Et on se retrouvait avec un poisson, d'un coup, tu le retour, tu vois. Ah, le roulement aiguille qui lâche. Ah, voilà. Bien sûr. Tu sais. Ça, c'était rigolo. Ah, c'est rigolo, ça. Ouais, tu m'étonnes. On va terminer cette émission juste par un bref point. Au début de l'émission, je disais qu'en fait, par rapport à l'explosion de la pêche au leurre moderne, telle qu'on la connaît avec les poissons nageurs et tout ça, il y a eu un petit moment d'obsolescence des casting jigs et puis ils sont revenus. Mais j'ai l'impression qu'ils reviennent aussi un peu, par la fenêtre, parce que maintenant on se rend compte qu'il y a des leurres qui sont un peu des hybridations entre des casting jigs et des poissons nageurs. Et on en connaît tous quelques exemples, et là il n'y en a pas sur la table. On collera des images plus tard, mais pense au Gravity, si tu veux nous en parler, Salim. Alors il faut savoir que l'histoire à la base, c'est qu'on réfléchissait avec Mas Grosel, chef produit Savage, c'était avant que Marcos soit dans l'équipe. J'ai dit, nous en France, on a besoin de petits leurres qui se lancent loin. Pourquoi tu nous fais pas des poissons nageurs avec du tungstène dedans? Alors au début, il me répond c'est très cher et tout ça, patati patata, mais quand même on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Et de fil en aiguille, il nous a fait des poissons nageurs non pas en tungstène, mais avec du tungstène dedans. Et finalement, Marcos a perfectionné le truc avec les Gravity, C'est bien ça. et c'est de ça dont tu vas nous parler tout de suite. Ben, en fait, c'est un leurre, c'est une hybride, on va dire, et c'est plus, on va dire, pour de la pêche profonde. Pêche profonde, il y en a qui vont me dire que c'est vrai que s'ils font de la traîne avec, ils se retournent. Oui, mais il n'est Tout pas ça. fait pour ça. Il est vraiment pas fait pour ça, il est pas fait pour de la traîne, il est fait vraiment pour lancer. C'est pour des gars qui font du short jigging, on va dire. Et c'est pour vraiment viser les poissons qui sont collés au fond. Donc on a un petit leurre qui descend comme une pierre au fond, Ah, il descend comme une et pierre. qui se comporte comme un poisson nageur une fois au fond. Exactement. C'est ça l'idée. Et après, dès qu'on a contact avec c'est le poisson nageur et qu'on est à 35-40 mètres de profondeur, déjà, dès qu'on fait les premières tirées et on sent comme il vibre, parce qu'il vibre vraiment fort, et on sent vraiment qu'il y a du potentiel. Moi, j'ai fait 2 poissons avec, j'ai pas bien pêché, mais je sais que Clément, il a eu pas mal de bons résultats. Et il a fait du pagre, il a fait pagre, barracuda, des pélamides. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est sérieux aussi. Même Moi je pense j'avais que c'est testé là. vraiment une piste pour l'avenir, et en discutant avec Benjamin, C'est ça. il m'a dit quelque chose qui était hyper intéressant. Donc, parce que toi, en fait, ta problématique, c'est que les thons se nourrissent très fréquemment de toutes petites proies. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir les envoyer avec des tresses qui sont comme assez épaisses, parce qu'en termes de diamètre ou de résistance, on parle là de... P5, Voilà. 4, 5. Donc faut quand même, tu peux pas envoyer un truc de 5 grammes, quoi. De toute façon, il faut que tu l'envoies à distance.
Donc en fait le différentiel qui est une contradiction en fait entre la taille et le poids fait que ces nouveaux, par exemple ces Gravity et tout ça, souvent ça va très très bien. Et même tu m'as fait une remarque excellente sur le coloris un peu Ghost, je m'en souviens. C'était hier, ouais. Ouais, c'était pendant le live qu'on a enregistré Ouais, hier. avec Ah les, non, on va avec pas les enregistrer flancs, un live. c'est dommage qu'on n'est pas là, mais effectivement, avec, on en avait avec on a l'heure avec un coloris un peu Ghost et les flancs très argentés, et du coup, ça donne une sensation de proie encore plus petite. C'est ça, C'est la lumière c'est traversant le relativement coloris Ghost, en fait, il ne reste plus que les parties du coloris solide. Et donc, on a dans l'eau encore une impression de. Mais c'est l'avantage de ces leurres hybrides, et notamment avec du tungstène, c'est que le Gravity Runner, je crois qu'on est à, c'est un leurre qui fait 89 cm et demi, quelque chose comme ça, et on est aux alentours des 55 grammes. C'est ça. Donc c'est des leurres qui partent vraiment loin, quoi. C'est des missiles. Et du coup, Ah on oui, a c'est détourné, nous, pour la pêche des jetons sur les chasses. Alors, c'est bien la remarque, justement, d'expliquer qu'à la base, il est fait pour pêcher au fond, parce que nous, on a plutôt tendance à les utiliser en linéaire sur les chasses. Et du coup, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu la remarque, oui, mais il pêche pas, il se met sur le côté, parce qu'en fait, il faut pas le ramener en linéaire complet, il tombe, et on lui met plutôt des, en fait, comme tu vas faire, toi, au fond. Voilà. Et du coup, ça nous change un petit peu de la pratique qu'on a habituellement. Et c'est un leurre qui pêche. Moi, À mon avis, c'est une piste extrêmement féconde pour l'avenir. Ah oui, Ouais, mais c'est très difficile, et notamment dans nos habitudes, parce que on va plutôt pêcher en linéaire, ou twitcher un petit peu, etc., rapide, et c'est pas un leurre qui est fait pour ça. Donc du coup, assez rapidement, on va se dire, ah non, il pêche pas en fait. Ouais. Alors qu'il faut l'animer juste un peu différemment. On de va ce qu'on apprendre a à l'habitude. l'amadouer aussi, à le travailler. Par contre, ça part très loin, ça part très très Ah loin. oui, c'est pas vrai. Merci messieurs. Si vous avez suivi cette émission jusqu'à la fin, notez dans un commentaire Gravity Runner et vous participerez automatiquement à un tirage au sort qui aura lieu une petite semaine avant le prochain Savage Talk Show, et ça vous donnera la possibilité de gagner un lot Savage Gear, non pas de votre choix mais du mien. A très bientôt sur Savage Gear France.